Val-de-Loire en direct se poursuit, l'heure de votre JT présenté ce soir par Hélène Chaplet. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. La grisaille est attendue tout au long de la journée dans nos deux départements. Des températures stationnaires. La minimale sera de 7 degrés et la maximale de 11 degrés. À la une de notre JT, la cour d'assises du Loir-et-Cher va devoir se prononcer sur la culpabilité ou non d'une mère de famille. Victoria est-elle responsable de la mort de sa fille de 3 mois ? En 2016, son bébé décède par asphyxie. Son autopsie révélera 24 fractures. Les jurés blésois ont jusqu'à vendredi pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à cet enfant. Compte rendu de la première journée de ce procès en début de JT. Dans l'actualité également, le crime sexuel de masse, désormais reconnu par la Cour criminelle du Morbihan. Un préjudice nouveau retenu pour les victimes de Joël Le Squarnec qui ont eu à vivre un procès hors norme, long de 3 mois. Elles bénéficieront d'une indemnisation supplémentaire de 4 000 €. Enfin, y aura-t-il des œufs pour la Chandeleur ? Depuis plusieurs semaines, de nombreux consommateurs constatent des rayons d'œufs vides ou quasi vides dans les supermarchés. Une situation inhabituelle pour ce produit de base. Explication dans ce JT. Et puis notre séquence, on vous répond avec la question du soir, les points conseil budget. C'est quoi ? On posera la question à Sophie Fourniot, conseillère en économie sociale et familiale au sein de l'UDAF d'Indre-et-Loire à la fin de ce journal. Mais d'abord, Hélène, on revient sur le premier jour d'un procès pour infanticide devant la cour d'assises du Loir-et-Cher. Les faits se sont déroulés en 2016. Une petite fille de 3 mois décède par asphyxie aux urgences pédiatriques de Tours. L'enfant présente 24 fractures, ce qui éveille les soupçons. Sa mère est aujourd'hui accusée de violences habituelles sur mineur ayant entraîné la mort. Sur place au palais de justice de Blois, on retrouve Romain Delville. En avril 2016, les urgences pédiatriques du CHU de Tours font un signalement auprès du parquet de Blois après la mort suspecte de Luna, un bébé de 3 mois et demi. L'enfant a été étouffé par compression du thorax et des traces sur son visage montrent que son nez a été obstrué. À l'époque, l'autopsie révèle 24 fractures, dont 18 sur les côtes, mais certaines sont des fractures anciennes et n'ont rien à voir avec le décès. C'est le cas de fractures au thorax ou à la clavicule. Sur le banc des accusés, la mère de l'enfant. Victoria, aujourd'hui âgée de 28 ans, est accusée de violences habituelles ayant entraîné la mort. Le contexte familial est fait de violences conjugales dans un jeune couple à la dérive, qui vit tantôt chez la famille, tantôt à l'hôtel grâce à l'assistance sociale. Cet après-midi, l'enquêtrice est venue rendre compte des témoignages d'un père très peu investi selon les témoins de l'époque. Père qui a été mis hors de cause par l'enquête. Parmi les questions qui se posent à l'issue de cette journée, pourquoi le père du bébé, l'oncle et la tante ont modifié leur témoignage entre les premières auditions de 2016 et la fin de l'enquête en 2018 pour au final affirmer que le père ne s'occupait jamais de l'enfant. Quoi qu'il en soit, Luna est née un 10 janvier, elle a été retrouvée morte un 27 avril, 3 mois et demi durant lesquels sa vie n'a été que douleur. Justice toujours avec la suite du procès Le Squarnec, ce chirurgien condamné pour avoir agressé ou violé 299 victimes tout au long de sa carrière. Mardi, la Cour criminelle du Morbihan a reconnu un préjudice nouveau et spécifique au bénéfice d'une partie des victimes, le crime sériel et donc le nombre important de victimes à entendre lors du procès. Un traumatisme supplémentaire qui ouvre droit à une indemnisation inédite. Plus d'explications dans ce reportage de Lucas Chopin. C'est une première pour la justice française. La Cour criminelle du Morbihan a reconnu un préjudice spécifique de crimes sériels subis par les victimes de Joël Le Squarnec. L'ex-chirurgien avait été condamné en mai dernier à 20 ans de réclusion criminelle pour des viols et agressions sexuelles commis sur 300 personnes. Le procès avait duré plusieurs mois. C'est une première, c'est important parce que ça va avoir aussi beaucoup de conséquences pour les autres procès à venir. Cette reconnaissance de crimes sériels. Effectivement, ces 3 mois ont été extrêmement éprouvants pour les victimes. Donc, il est tout à fait normal de leur reconnaître cette particularité autour de ce procès. Maintenant, moi, je me permets quand même de soulever, même si je sais que c'est très compliqué de chiffrer quel que soit le préjudice, 4 000 €, on est encore sur de la symbolique. Cette reconnaissance du crime sériel fait jurisprudence, c'est-à-dire qu'elle pourra servir dans d'autres affaires. La somme, elle, est peut-être symbolique, mais elle n'a pas vocation à réparer les actes de Joël Le Squarnec. C'est le préjudice subi par les victimes quant à leur prise en charge qui est visé par cette décision. Ils estiment que, notamment du fait de la durée du procès, 3 mois,
il y a un préjudice spécifique. Préjudice spécifique parce que pendant 3 mois, les victimes se sont retrouvées à Vannes alors qu'elles habitaient aux 4 coins de la France et que chaque jour, elles ont dû faire face à leur agresseur avec parfois des rebondissements, avec parfois des propos qui les ont blessés. Joël Le Squarnec étant insolvable, c'est le fonds de garantie des victimes qui leur versera l'argent. Celui-ci peut toutefois interjeter appel de cette décision. 6 moutons ont été tués par 2 chiens lundi soir à La Riche. Les animaux étaient placés dans une prairie près du périphérique de Tours pour de l'éco-pâturage. Ils ont été attaqués par des bergers malinois en divagation. L'agriculteur qui a perdu une partie de son cheptel a déposé plainte contre le propriétaire des chiens. Un nouveau coup dur puisque ce n'est pas la première fois que l'on s'en prend à ces animaux. Écoutez-le. J'avoue que j'ai un petit peu le moral dans les baskets en ce moment, très clairement, parce que ça fait 5 ans qu'on pratique l'activité d'éco-pâturage. Et en l'espace de 6 mois, ça fait 3 attaques consécutives, alors qu'on était vraiment, jusqu'à présent, assez épargnés par ce type d'agression sur les animaux. J'en veux pas spécialement aux chiens, quoi. Enfin, voilà, bon, j'en veux un peu quand même, c'est eux qui sont passés à l'acte, mais je voudrais vraiment qu'on sensibilise les propriétaires sur ce type de chien, ce type de race. Un chien, c'est pas un objet, il faut en prendre soin, il faut savoir l'éduquer. Vous l'avez peut-être constaté dans votre supermarché depuis quelques semaines, le rayon des œufs est parfois clairsemé, voire quasi vide. La faute à une demande accrue de la part des consommateurs et à une production fragilisée par la grippe aviaire. Avant d'en parler plus longuement avec notre invité du jour, je vous propose de nous rendre à Chinon, dans un supermarché touché par cette pénurie. Et Léa Turquier est allée à la rencontre des clients et de la direction de l'enseigne pour comprendre comment chacun s'organisait. Voilà à quoi ressemble le rayon œuf de la plupart des supermarchés aujourd'hui. Clairsemé, voire complètement vide. Difficile alors pour les clients de repartir avec leur tant espérée demi-douzaine de bio ou élevés en plein air. Alors tout ce qui est zéro, donc les meilleurs, il n'y en a plus. Et écoutez, apparemment on a un manque d'œufs, donc on va acheter ça, c'est pas grave. Ça fait à peu près 15 jours, c'est un peu problématique. C'est plus problématique. Surtout les œufs que moi j'aime bien, bio, machin. Je pense qu'il reste, j'ai pas le choix. J'ai juste pas le choix. On est pris en otage, je veux dire, quand on n'a pas de. À moins qu'on connaisse la ferme qui va bien, qui peut vous en vendre. Moi j'ai la chance d'arriver sur le rayon où il y a quand même un petit peu des œufs, mais c'est vrai que le rayon est, je vais dire, plus ou moins à 70%, 60% vide. Un vide que l'on retrouve dans toute la France pour plusieurs raisons. D'abord, une hausse de la consommation de cette protéine, un prix abordable, facile à cuisiner, adapté au régime végétarien, bref, l'œuf à la cote. À cela s'ajoute la grippe aviaire qui a largement ralenti la production. Ce supermarché de Chinon est réapprovisionné tous les 2 jours, un stock qui ne dure jamais bien longtemps. On est livré vraiment au compte-gouttes quand on commande. Sur chaque référence, une dizaine de cartons, on va en recevoir que 2 ou 3. En plus, quand les rayons sont un peu vides comme ça, ce qui se passe, c'est que les clients en prennent encore plus de peur d'en manquer. Et donc, du coup, ça accentue encore le phénomène. Pour le moment, la filière reste tendue. Les rayons pourraient rester vides encore quelques temps. Pour pallier à cette situation, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, propose l'installation d'un poulailler de plus par département et par an jusqu'en 2030. Et justement, Léa le disait dans ce reportage, face à cette pénurie, la ministre de l'Agriculture a effectivement proposé d'implanter un poulailler de plus par département et par an jusqu'en 2030 et d'alléger les procédures d'installation. Alors, bonne ou mauvaise idée, on en parle plus longuement avec un éleveur avicole d'Indre-et-Loire. Nicolas Gillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc gérant de la ferme du Peuplier à Évreux-sur-Indre. Vous avez actuellement chez vous 850 poules pondeuses élevées en plein air. Où vont les œufs que vos poules produisent? Alors nous aujourd'hui, nos œufs vont intégralement aux consommateurs directement, donc à la boutique et à la ferme, ainsi que dans nos distributeurs automatiques sur le département. Vous ne passez pas par la grande distribution? Non, pas du tout. Pourquoi? Aujourd'hui, une production qu'on a lancée il y a 1 an et demi, donc petit à petit on augmente. Donc là, on va augmenter notre cheptel qui va nous permettre de peut-être répondre à un petit peu de la demande de la grande surface, mais surtout aux restaurateurs. Et puis ça vous permet, en vente directe, j'allais dire, d'avoir un revenu supérieur à ce que vous propose aujourd'hui le prix d'achat des grands. Aujourd'hui, c'est ça exactement. On maîtrise tout de A à Z, donc la rémunération vient chez nous, il n'y a pas d'intermédiaire. La bonne nouvelle, vous l'avez juste abordé, c'est que ce jeudi, donc demain, votre exploitation va doubler. Vous allez passer à quoi, 1500 poules pondeuses? Exactement. Vous aviez anticipé cette demande ou c'est
Pas du tout, c'est le planning de commande qui permettait d'avoir nos poules à ce moment-là et pas du tout quelque chose qui était prévu dans notre organisation en fait. Donc non, c'est vraiment un hasard qui va arriver à point nommé. Ça veut dire quoi? Une extension? Ça veut dire de nouveaux bâtiments? Non, c'était déjà prévu en fait, un bâtiment existant qu'on avait divisé en deux, qui va permettre d'agrandir le cheptel pour pouvoir répondre à la demande aujourd'hui qui est croissante. Et là, est-ce que vous allez continuer à vendre ces œufs en vente directe? Est-ce que vous pensez que vous aurez la clientèle nécessaire? La priorité est la vente directe, mais après, oui, voilà, on va développer du restaurateur et un petit peu de professionnel ou peut-être un peu de GMS, on verra, en fonction des demandes qui tomberont chez nous directement. La ministre, on l'a entendu, promet une simplification des démarches pour s'installer. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une exploitation avicole? Oui, c'est très compliqué au niveau administratif, surtout quand c'est pas un cadre familial. Moi, j'ai la chance que c'est un cadre familial. Vous avez récupéré l'exploitation de votre père. Exactement. Donc aujourd'hui, on a cette chance-là, mais autrement, au niveau administratif, c'est très très lourd. Ça veut dire quoi? Il faut constituer un dossier? Il y a des autorisations à demander, on a des analyses régulières à faire pour être dans les règles par rapport à la loi française. S'agrandir, vous m'expliquiez aussi que ça nécessite de faire pas mal de pédagogie, notamment auprès des riverains, parce qu'on veut tous acheter des œufs produits près de chez nous, mais finalement, quand un poulailler s'installe à côté, on est moins heureux. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont peur des nuisances que peut avoir un poulailler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très contrôlé et moi j'ai du riverain tout autour, j'ai aucun riverain qui se plaint de la structure au niveau odeur ou gênance au niveau du bruit, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a quand même une différence peut-être entre les poules élevées en batterie et des poulets qui sont dehors comme les vôtres? Oui, il y a une différence, certes, mais aujourd'hui, il faut répondre au porte-monnaie du français, donc il en faut pour tout le monde. Vous me disiez, pas de préférence nationale dans les grandes et moyennes surfaces. On peut trouver des œufs qui viennent de l'Europe, voire des limites de l'Europe, j'allais dire. Oui, aujourd'hui, le manque d'œufs est tel dans tous les supermarchés qu'ils s'approvisionnent où ils peuvent s'approvisionner, et malheureusement, beaucoup de pays au niveau des normes, ne respectent pas les mêmes normes que nous, on doit respecter en France. Quelles sont les différences, par exemple? Aujourd'hui, le gros sujet, c'est la salmonelle, où en France, une analyse, si l'analyse est positive, on abat le troupeau, alors que dans les autres pays d'Europe, on fait une deuxième analyse pour confirmer ou pas. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez des grosses structures qui se retrouvent du jour au lendemain sans poules, donc aujourd'hui, qui créent aussi une partie de la pénurie dans les étalages des magasins. On a beaucoup entendu nos agriculteurs qui ont l'air d'aller plutôt mal. J'allais dire, du côté de la filière avicole, on peut se dire qu'on a le sourire, que tout va bien, ou le tableau n'est pas si rose? Ça serait parfait de vous dire ça, mais bon, moi ça fait que 2 ans que je suis installé, donc je vous dirai ça dans 3 ans. Merci en tout cas. On viendra avec des œufs. Bon accueil pour les nouvelles poules qui vont arriver chez vous demain. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Merci d'être venu sur notre plateau. Une interrogation à présent dans ce journal. Hélène, le château d'Amboise a-t-il pu inspirer celui de Chambord? Et oui, des fouilles archéologiques sont en cours depuis le début de l'année au pied de la façade du logis royal amboisien. Elles ont pour but de rechercher la présence d'un escalier à double révolution, une construction qui serait alors antérieure à celle de Chambord. Sur place, les archéologues creusent le sol pour essayer de vérifier cette théorie. On tente d'y voir plus clair avec Aurélie Renaud. Vraisemblablement, les restes du début d'une entrée, un petit parement extérieur conservé sur à peine une assise et, intéressant ici, un contrefort avec des angles biseautés. Durant un mois, les archéologues du conseil départemental tentent de déterminer la forme exacte de l'escalier dit percé. L'équipe scrute le moindre détail de l'édifice érigé à la fin du XVe siècle. Donc notre objectif principal, c'est ça, découvrir la fondation et ce qui reste de l'élévation de cet escalier. Mais on a un autre objectif, c'est celui de faire un sondage profond pour essayer de découvrir le maximum de couches qui peut être conservé à cet endroit, à proximité de l'escalier. À la fois pour comprendre les couches, les actions qui ont détruit cet escalier, mais aussi les actions qui ont permis sa construction, et aussi ce que l'escalier a détruit lui-même en s'installant ici. Ces fouilles s'inscrivent dans le cadre d'une étude menée par l'universitaire tourangelle Lucie Gauguin. Elle s'intéresse aux escaliers à double révolution dont le plus célèbre est celui de Chambord. Leur particularité, une structure composée de 2 escaliers entourés l'un autour de l'autre, permettant à 2 personnes de monter ou de descendre sans jamais se croiser.
On cherche à valider ou invalider l'hypothèse selon laquelle cet escalier serait un escalier à double révolution, puisqu'il est appelé escalier double dans les archives et les témoignages. On nous parle même, certains parlent même d'escalier quadruple. Et on a du mal à comprendre exactement la dénomination. Donc on essaye de voir s'il y avait bien 2 vis à cet endroit-là, dans un seul mur de cage. Aujourd'hui, près de 75% des structures de Charles VIII subsistent. Mais l'enceinte originelle était bien plus vaste. La découverte de cet escalier permettra d'en savoir plus sur le château. Donc c'est tout l'intérêt pour nous de mieux connaître pour éventuellement après développer une médiation sur le sujet si ça le justifie. L'étude de l'escalier percé pourrait donc confirmer qu'Amboise a bel et bien inspiré Chambord. Une chose est sûre, ce château fut un véritable laboratoire d'architectes et d'artisans, référence pour toute la Loire. Allez, place à notre rubrique On vous répond pour terminer ce journal avec notre invitée ce soir, Sophie Fourniot, conseillère en économie sociale et familiale au sein de l'UDAF d'Indre-et-Loire. Pour répondre à cette question, les points conseil budget, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? On va voir ça avec vous. Bonsoir Sophie Fourniot, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Avant de s'intéresser aux points conseil budget, un mot sur la structure que vous représentez ce soir, l'Union départementale des associations familiales. Alors on va essayer de faire rapide parce que c'est une grosse association. Donc ce sont des associations loi 1901 déclarées d'utilité publique. Vous en trouverez une par département. Elles sont là pour représenter défendre l'intérêt des familles. Sur le plan national, à l'UDAF d'Indre-et-Loire, on a 63 associations qui adhèrent et du coup 70 bénévoles qui siègent dans 120 instances. Voilà. Et puis à 140 personnels qui œuvrent dans le champ de la protection de l'enfance, la protection des majeurs protégés et effectivement autour du budget et du logement. Alors justement, on va l'évoquer, ce point-là, les points conseil budget. Qu'est-ce que sont ces structures? Alors en fait, c'est une structure labellisée par l'État. Donc c'est déjà point conseil budget, c'est un label, c'est ouvert à tous. Il y en a 500 sur toute la France et du coup, c'est un service gratuit de conseil, d'accompagnement et d'orientation pour, en matière de budget. C'est une équipe de conseillers en économie sociale et familiale, donc je ne suis pas la seule. On est nombreuses, on est des professionnels formés à l'accompagnement. On fait de l'accompagnement individuel et on fait des actions collectives et on a mené, par exemple, une action à destination des personnels de l'université en mars 2025 sur la journée de la femme, autour du vocabulaire de la banque et la gestion du budget. Alors, si on a une question sur son budget, on peut s'adresser directement à un point conseil budget, c'est possible? Tout à fait. Comment ça se passe? Comment ça se passe? En fait, on se dit, mince, j'ai un découvert bancaire, je suis ennuyée, j'arrive pas à équilibrer mon budget, je commence à avoir des retards de loyer. Là, c'est maintenant qu'il faut venir. C'est un espace où on va vous écouter, vous recevoir, poser un diagnostic, réorienter si nécessaire, parce qu'effectivement, parfois, eh bien, les gens n'ont pas osé solliciter un service. Du coup, nous, on va les aider à réorienter. Puis si on a vraiment un gros déficit et qu'il nous faut un dossier de surendettement, eh bien, on va essayer de le constituer, accompagner, faire les courriers, lire les courriers, rééquilibrer le budget et s'il faut aller au tribunal, on les aidera aussi. Les accompagner, ça n'engage à rien si on prend un rendez-vous. Ça peut être une inquiétude aussi quand on parle argent, on s'inquiète toujours? On s'inquiète toujours quand on parle argent. C'est difficile de parler argent parce qu'on se livre. Et se livrer, c'est pas facile. C'est pour ça que notre première étape, c'est d'abord écouter ce pourquoi ils viennent nous voir. C'est gratuit? C'est gratuit. Et c'est où? Moi, j'allais dire... Voilà, mais j'allais en venir. 500 points en France. Mais en Indre-et-Loire, il est où? En Indre-et-Loire. Comment les trouver, ces points? Voilà, alors ils sont où? Ils sont Tours, ils sont le Chinonais, un autre CIS, et ils sont sur tout le département. On reçoit dans nos locaux de l'UDAF, soit à Tours, soit à Chambray-les-Tours. On se déplace à domicile si nécessaire. Et puis on peut recevoir dans tous les espaces publics, Maison France Service, conseil départemental, enfin tous les espaces possibles et imaginables, on peut faire. Et on fait du téléphone et du visio quand les gens ne peuvent pas. Le Covid nous a aidés aussi à s'équiper. Il y a un site internet pour aider nos amis téléspectateurs qui auraient besoin, mesquestionsdargent.fr, et puis on a le site de l'UDAF, udaf37.fr. Parfait, et là ce sera l'idéal. Et n'oubliez surtout pas d'indiquer vos coordonnées quand vous nous sollicitez et surtout votre secteur géographique, ce qui permettra de mieux orienter votre demande. Merci beaucoup Sophie Fourniot d'être venue sur le plateau nous parler des points conseil budget ce soir. Avant de se quitter, rappel du principal titre, Hélène. Oui, jusqu'à la fin de la semaine, les jurés de la Cour d'assises du Loir-et-Cher vont entendre
entendre les différents témoins dans une potentielle affaire d'infanticide. À la barre, une mère de famille de 28 ans accusée d'avoir exercé des violences à l'encontre de sa fillette âgée de 3 mois. Le bébé est mort en 2016. Son autopsie a révélé 24 fractures. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la suite de vos programmes sur Val de Loire TV. Nous on se donne rendez-vous demain 17h50 pour un nouveau rendez-vous. À demain.